Donc je m'appelle Kamel Béchir, j'ai 34 ans et je suis conseiller commercial ouais, dans une grande boîte sans la cité qui vend du gaz pour les particuliers et les professionnels. Donc 92, je faisais du judo à l'époque, j'avais des petites douleurs à la jambe quand je pliais mon genou et donc mon médecin a pensé que c'était au début la croissance, des problèmes comme ça parce que j'avais bien grandi à l'époque et on a laissé traîner ça. Après, en voyant que ça persiste, il m'a fait faire des radios. Il a pensé à un kyste, donc déjà nous, au niveau du kyste, la terre s'est écroulée, un kyste, une opération, tout ça. On m'a quand même envoyé, parce que mon médecin généraliste connaissait le docteur Gérard Delépine, ils m'ont envoyé le voir parce qu'il était je suis originaire de Rosny-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis, et le docteur Delépine, à l'époque, il consultait là-bas. Donc il m'a envoyé dans la clinique, il m'a consulté, et un truc de fou, il a juste appuyé pile poil à l'endroit sans que je lui dise où c'était. Et il m'a dit c'est là, et tout de suite, après je sais pas, il avait regardé sa secrétaire avec une sale tête. Nous on a cherché des trucs, des signes comme quoi ça pouvait être un truc de bon, mais il a fait une sale tête. Après, le docteur Gérard Delépine, il n'est pas connu pour être, voilà, il va droit au but, et voilà, il nous a dit qu'il fallait passer par une biopsie. Donc biopsie très rapidement après, on a découvert une tumeur de 7 cm au niveau du fémur. Donc biopsie, on s'est préparé pour l'opération. Un peu avant l'opération, j'ai glissé avec les béquilles, je me suis cassé le fémur. Donc je suis resté bien immobilisé avant l'opération. Quand il m'a opéré, il a enlevé la tumeur, elle était passée à 13 cm. Et donc il m'a mis ce qu'on appelle une prothèse de croissance. C'est-à-dire prothèse genou, fémur, qui rentre dans le tibia, qui s'accroche au col du fémur. Et qui a la particularité tu peux l'agrandir, parce que moi ma croissance a continué. Donc voilà, ce qui explique que j'ai pas une trop grosse différence de taille. Donc après, c'était au moment de la biopsie, on m'a envoyé à Robert Debré, c'est là que j'ai rencontré Madame Delépine. Voilà, moi je l'ai jamais appelé docteur, je l'ai jamais appelé Nicole, et pour moi c'est ma deuxième maman, au sens propre du terme, hein, et je l'appelle toujours Madame, parce que je sais pas, je l'ai connue petit, et voilà, et pourtant je lui fais la bise, et pourtant je l'appelle le soir chez elle sur son téléphone, mais c'est toujours Madame Delépine pour moi. Et donc c'est là que je les ai rencontrés à Robert Debré, tous super sympas, hein. C'est là, puis c'est l'hôpital des enfants, tout plein de bonnes couleurs et tout, et on m'a mis de la chimio sans trop bien m'expliquer, parce que c'est mes parents, ils m'avaient mal expliqué ce que c'était. Et voilà, donc je suis rentré dans le monde de la chimiothérapie. J'ai fait ça avec l'opération, j'ai fait à peu près 9 mois de traitement. Après lesquels j'étais censé être en rémission et plus devoir retourner à l'hôpital. Donc après je revoyais les médecins du service, Alois, Hélène, toute cette équipe. Je les voyais tous les 3 mois. J'ai jamais atteint le stade des tous les 6 mois parce que un peu moins de 2 ans après, j'ai eu des métastases pulmonaires. C'était en 95, métastases pulmonaires, c'est l'ostéosarcome qui s'est déplacé sur les poumons. Donc on m'a fait une opération qui se fait plus maintenant, c'est-à-dire qu'on m'a ouvert au niveau du milieu du thorax et on m'a enlevé des métastases des deux côtés. Alors que maintenant je sais qu'ils ouvrent, ils enlèvent d'un côté, ils referment, et quelques temps après ils refont la même opération. Moi j'ai eu cette chance-là entre guillemets. Donc 95, je me rappelle avoir passé le jour de l'an juste à côté au Val d'Or, à Saint-Cloud. Pareil, même chemin, la chimio, ces trucs-là. Après, je gardais au fond de moi un petit côté positif, c'est que pour moi, c'était la deuxième fois, donc j'étais tombé malade, j'avais fait une rechute, donc j'étais persuadé, bon, au moins tout ça sera derrière moi une fois que ce sera fini, parce que je connaissais pas à l'époque de personnes qui faisaient plusieurs fois des rechutes. Donc j'ai déchanté, parce qu'en 97, rebelote au poumon, donc cette fois ils m'ont opéré par le dos. Même chemin, chimio, opération, radiothérapie, non, j'en ai pas fait, j'ai eu cette chance. Ou pas, parce que la chimio, c'est quand même quelque chose quelque chose de particulier. Hein. Donc ça, c'était en 97. En 99, rebelote. Je venais d'avoir le bac et j'étais venu en consultation, on m'avait appelé, tu peux venir, tes scanners n'étaient pas bons, tout ça et tout, on aimerait vérifier. Et voilà, après ce qui me rassurait, c'est que de 12 métastases pulmonaires en 95, en 99, il n'y en avait plus que 3. Donc je me suis dit au moins il y en a un peu moins. C'était parce que voilà, il faut quand même s'accrocher à quelque chose de positif.
Pareil, chimiothérapie, un peu moins sur ce coup-ci, puisqu'il y avait moins de métastases pulmonaires. Et cette fois-ci, j'avais changé d'univers, j'étais à Avicenne. C'était le service de docteur de l'Épine était passé là-bas. Je suis pas resté trop longtemps là-bas. Et après, pendant quoi? Je sais pas, après, j'en ai eu marre, parce que c'était le début de l'âge adulte pour moi aussi. C'était l'époque où j'avais 19 ans. Et j'en avais eu marre de vivre mon adolescence à l'hôpital. Et donc, 99, j'ai un peu disparu, un peu déserté le service, l'équipe. Ouais, c'était la chimio de trop en fait, j'en avais marre. Et voilà, après, j'ai voulu un peu vivre ma vie. Ce qui m'a pas mal réussi, hein, vu que je me suis bien porté pendant pas mal d'années. Entre-temps, j'ai ma frangine qui a développé donc une tumeur de l'os aussi, hein. C'est le docteur Gérard de l'Épine qui l'a opéré au niveau des côtes. Elle, je sais pas, la maladie était bien vicieuse, donc elle l'a pris rapidement, elle a fait un peu de chimio, mais ma soeur est morte à 30 ans. C'était ma grande sœur, hein, c'est l'aînée de ma famille, donc on est 2 frères et 2 sœurs. En 2005, ça c'était en 2003, en 2005, ma mère qui a mal vécu le décès de ma sœur et qui était à risque parce qu'elle avait déjà eu un cancer du sein en 88. Ma mère est rentrée à l'hôpital, ils l'ont condamnée. C'était où? C'était à Saint-Cloud, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment s'appelle l'hôpital. Ils m'ont dit on peut rien faire pour vous, tout ça. Donc premier réflexe, et c'est comme ça que je suis rentré en contact avec le service, c'est que j'ai appelé Gérard de l'Épine et Nicole, parce que j'avais le portable de Gérard. Et je lui ai dit, docteur, voilà, j'ai un problème, ma mère, tout ça, elle est condamnée. Enfin, ils l'ont condamnée, tout ça, comment ça se fait? Vous pouvez pas me faire quelque chose et tout. Et je me rappelle, en famille, on avait bien pleuré ce jour-là avec ma mère, et je lui ai dit, t'inquiète pas, j'attends un coup de fil demain, on va te régler ton truc. Et le lendemain, du coup, on a pu envoyer ma mère à l'Institut Paul Brousse à Villejuif. Et où là-bas, ils ont tenté quelque chose. Ils ont tenté quelque chose, une chimio. Après, le médecin lui a dit que c'était incurable ce qu'elle avait. Ma mère elle lui a dit bon, il y a quand même 1% de chance. Quand même. Je lui ai dit oui, il y a 1% de chance. Et ma mère elle s'est accrochée à ça, elle était super contente. En fait, c'était juste ce qu'il lui fallait quoi. Le reste, après, je pense que comment elle est partie et comment elle est décédée, elle avait accepté la chose. Mais c'est juste le fait qu'on s'est un peu trouvé entre guillemets à poil. Quand vous êtes à l'hôpital où on est censé vous aider, vous soigner, et on vous dit on peut rien faire. Et là, c'est vrai que ça fait bizarre, et limite, ça fait flipper, parce que si ici ils vous disent ça, je vois pas où on pourrait vous dire... voilà, donc ma mère est décédée, j'ai retrouvé moi le docteur de l'Épine, c'était quand? C'était en 2007, parce que je me suis cassé la prothèse, ma prothèse, j'ai fait un peu le fou, j'avais fait le fou, j'avais sauté dessus, tout ça. Bon, j'avais fait la fête, hein, c'était pas quelque chose de négatif. La prothèse, la jambe s'est arquée, je l'ai appelé. Quand je suis rentré à l'hôpital, les médecins étaient affolés parce qu'ils m'ont fait la prise de sang d'avant le bloc et ils ont vu que j'avais un taux d'hémoglobine, je sais plus à quoi, à 3 ou à 4, super bas. Moi j'étais bien blanc et bien jaune et je pensais que j'avais pas de vacances, c'était pour ça. Et non, en fait, ils ont soupçonné quelque chose de bizarre. Donc ils m'ont transfusé et après, donc j'ai fait ce qu'on appelle une rectoscopie. Une coloscopie même, parce qu'à l'époque j'avais un côlon, maintenant j'en ai plus, une coloscopie où là ils ont vu des polypes qui avaient dégénéré, donc c'est à ce moment-là, c'est 2008 plutôt, ouais, c'est cancer du côlon. Cancer du côlon, donc au moment où j'ai fait cette coloscopie avec un médecin que je connaissais pas, ils m'ont anesthésié, je sais plus, c'était 20 minutes, je me suis réveillé, j'étais un peu dans les vapes, mais ma femme était à côté de moi parce qu'entre temps je m'étais marié, et il m'a dit bon ben on t'a trouvé un polype. Je lui ai dit c'est quoi, ça s'enlève? Il m'a dit oui ça s'enlève, par contre on va te mettre ce qu'on appelle un anus artificiel, tu seras très bien soigné à Paris, il y a des bons hôpitaux, tout ça. J'ai dit ouais, mais déjà moi les décisions où je me ferai soigner, tout ça, j'ai des médecins et j'étais envoyé par eux, donc je préfère voir quand même. Et en l'occurrence je lui ai dit envoyé par monsieur et madame de l'Épine. Il m'a dit oui non mais chacun sa spécialité, nous t'inquiète pas, tout ça à Paris et tout. Et je l'ai mal vécu parce que c'était trop brutal. En plus, je sortais d'une anesthésie, donc je me rappelle, sur le champ, je me suis levé. J'ai dit à ma femme, on rentre à la maison. L'infirmière était paniquée. Non, monsieur, vous venez de vous réveiller. Non. Je lui ai dit, je fais rien du tout. Vous me laissez, je rentre chez moi. Et je suis parti en pleurant. C'était assez brutal la façon dont ils me l'ont annoncé. Donc j'en ai parlé avec madame de l'Épine qui a pas apprécié que ce docteur-là m'annonce ça comme ça, de cette façon-là, et qui veuille tout de suite m'orienter vers un médecin à Paris alors que j'étais suivi à Garches depuis.
Donc, Madame de Lépine m'a présenté docteur Jean Covici de l'hôpital, enfin de la clinique du Val d'Or à Saint-Cloud, qui m'a dit qu'il faisait plus ces opérations-là, qu'il faisait que tout ce qui est thorax et tout. Donc, il m'a présenté son successeur, le docteur Vatrin, et ils m'ont parlé de l'anus artificiel aussi. Et il y a des choses, moi je l'avais déjà vu à l'hôpital à Debré sur une petite gamine, je sais pas si elle est encore vivante ou pas, elle s'appelait Ursula, et je trouvais ça, c'est pas sexy quoi en fait, et moi j'ai pas voulu avoir ça, et j'ai dit il faudrait m'éviter de me mettre ce truc là. Et ils m'ont dit aussi que en prévention ils préféraient enlever le rectum. Moi j'ai dit enlever rectum, côlon, je sais pas, moi ça voulait rien dire pour moi. Il m'a dit après, ce qui peut se passer, c'est que c'est un système bien nerveux, cette zone-là. Donc il est possible que tu aies des problèmes après, même dans tes rapports intimes avec ta femme. J'avais quoi? J'avais 28 ou 29 ans à l'époque. Au bout d'un moment, il faut vivre dignement, il faut vivre bien. Donc moi je leur ai dit ça, il en est hors de question. Si le rectum fait que ça joue là-dessus, vous touchez pas, parce que c'est bon, la prévention oui, mais non. Et du coup, je suis tombé sur des médecins recommandés par Madame de Lépine, hein, et qui étaient à l'écoute et qui ont compris ma demande au sérieux et qui n'ont pas juste... et du coup, ils m'ont gardé le rectum et ils m'ont enlevé le côlon. J'ai appris à vivre sans côlon, je me porte super bien et ce qui est impressionnant, c'est que avant cette opération, il y a ce qu'on appelle la RCP, donc réunion de concertation pluridisciplinaire. Et ça, c'est quelque chose que les patients, on ne connaît pas à la base. Et si on ne vous le dit pas, vous ne le saurez jamais. C'est des réunions avec des médecins qui décident des cas à soigner ou non. Et à cette réunion-là, ils avaient décidé que cette personne, en l'occurrence moi-même, j'avais assez galéré dans ma vie et qu'il fallait fallait arrêter l'acharnement thérapeutique. Alors voilà, donc moi quand j'ai su ça, la première des choses, c'est que j'aurais dit, il faut me ramener devant ces personnes-là. Et après que ces personnes-là me le disent en face. Et donc en gros, ils ont dit aux médecins qui étaient présents, et j'ai su ça aussi par rapport à Madame de Lépine, et c'est vrai que si c'était pas elle, je pense pas qu'on me l'aurait dit. Et ils m'ont dit que ouais, en gros, ce patient-là, faut le laisser, ça sert à rien de s'acharner parce que dans 3 mois, il sera plus là. Voilà, 3 mois, c'était 3 mois depuis, on va dire, juillet 2008. On est aujourd'hui en 2014, bon, j'ai fait un peu de chemin depuis, hein. Mais je raconte ça de façon anecdotique, mais ça me fout un peu les boules, parce que je trouve ça triste quand même. D'un côté, ils veulent pas aider les gens en fin de vie s'ils veulent mourir, et d'un autre côté, ceux qui veulent vivre, ils veulent pas les laisser vivre. Moi, ce que je demande, chacun sa part du contrat. Si on peut m'opérer, opérez-moi. Si on peut me traiter, me faire un traitement, soignez-moi. Le reste, après, je suis un battant, je me suis toujours battu. Et même si je finis ma vie avec 40 cancers, je finirai ma vie avec 40 cancers. J'ai pas, voilà, mon heure arrivera comme tout le monde. Mais après, c'est juste de pas jouer le jeu qui m'embête. Et je sais pas, c'est limite, ça fait un peu cliché des films américains, vous voyez le truc. Sauf que ce qui est triste, c'est que maintenant, comment avoir confiance en un médecin si vous le connaissez pas? Ça veut dire, vous allez, la personne, oui, mon frère, ouais, mais ils l'ont condamné, ils ont dit que ça y est. Mais comment on peut savoir si son médecin, il était sérieux, ou si son médecin, tout simplement, il n'a pas la bonne chimio avec le labo, avec qui il est en connexion, vous voyez ce que je veux dire? Donc les labos, pour parler un peu d'eux, les labos, moi, mon point de vue sur eux, c'est qu'un laboratoire pharmaceutique, c'est censé générer du profit, donc c'est leur part du truc. Après, ce qui me gêne un peu plus, c'est les médecins qui rentrent dans ce système-là, parce qu'un médecin, je pense que quand il a 20 ans, ou quand il a 15 ans ou 10 ans, quand il se dit j'ai envie d'être médecin plus tard, je pense pas que ce soit que pour le fric. Sinon, et je trouve ça moche, parce que ça veut dire s'il y a plus ces valeurs-là, en plus en France. La France, voilà, c'est quand même un pays qui est connu pour ses bons médecins, tout ça. Donc ça, je sais pas, et après rentrer dans un cadre d'essai thérapeutique, tout ça, je sais pas, si j'ai besoin d'une chimio bleue, pourquoi m'en faire une jaune, vous voyez ce que je veux dire, c'est tout ça. Donc en même temps, en 2008, 2 mois après l'ablation du côlon et le début de la chimio, j'ai eu de la fièvre, tout ça, bon bref, une longue fièvre qui a abouti sur un cancer du muscle iliaque. Cancer du muscle iliaque, donc c'était en octobre 2008, opéré par le docteur de Lépine, donc Gérard de Lépine. Pareil, hein, pour la petite anecdote, le cancer, c'était un cancer des parties molles, il était bien accroché au niveau des hanches, je sais pas c'est quel muscle, et à la rigueur, j'ai même pas envie de savoir.
Et le docteur de l'Épine, il m'a dit qu'il a vraiment galéré et que son assistant, pendant l'opération, il lui a dit à plusieurs reprises, faut arrêter là, parce que ça sert à rien, tu t'acharnes trop, Gérard. Mais après, moi, ce qui sait pas, c'est que j'avais appelé la veille de l'opération Gérard, parce que j'avais son téléphone, et je lui ai dit, docteur, faut pas me laisser tomber demain. Il m'a dit, non, il m'a dit, je vais faire ce que je peux. Tu sais, je lui ai dit, ouais, docteur, faites votre maximum. Moi, j'ai envie de vivre, donnez-moi juste la capacité, faites les causes pour que je puisse continuer. Et donc, ben, il s'est battu, il m'a fait ça, et voilà, donc nickel. En 2011, donc 2012, pardon, cancer de la thyroïde, on m'a dit que c'était le cancer le plus simple à soigner. J'ai été opéré par le docteur Jean Covici, qui s'était bien battu aussi pour moi, pour le côlon. Il m'a enlevé la thyroïde, et j'ai été traité là-bas, par contre, c'était une journée, hein, enfin 2 jours. C'était avec de la radiothérapie, l'iode 131, enfin un truc assez bizarre. Et c'était à Saint-Louis, à Paris. Et le lendemain, je me suis rendu dans leur service là-bas, et ils m'ont fait un petit scanner de la thyroïde. Et après, le médecin a commencé à regarder mes poumons avec le scanner. Moi, je voyais que l'examen durait un peu trop longtemps. Et je lui ai dit, pourquoi vous regardez mes poumons? Elle m'a dit, bougez pas, monsieur. Je lui ai dit non. Et là, j'ai commencé à paniquer, parce que j'étais pas venu pour les poumons. Il fallait pas me parler des poumons, j'étais suivi pour les poumons. Et je pense aujourd'hui, si j'ai une galère aux poumons, mes médecins, même de l'Épine et compagnie, ils le sauront avant tout le monde. Et elle m'a dit non, non, c'est la procédure. J'ai dit oui, mais moi, vous me soignez pour la thyroïde. Parce que c'est malheureux, mais j'ai pas confiance en beaucoup de médecins. Et après, elle m'a reçu dans son bureau. Et très gentille, cette dame, elle m'a dit, bah écoute, on a trouvé une tache dans tes poumons. Je me rappelle, alors parce que j'étais parti tout seul faire scanner, je suis sorti, j'ai parti en pleurant, je parlais à ma femme au téléphone, ouais, c'était... Et la thyroïde, ça a joué sur le temps que j'arrive à me régler avec ce qu'on appelle un médicament, une hormone, le lévothyrox, ça a joué pas mal sur mon humeur et tout, j'ai galéré, pas physiquement, mais mentalement. Et donc après, Madame de l'Épine, elle a regardé les examens et tout, sauf que un médecin qui connaît pas mes anciens examens, mes anciens comptes rendus, va croire que je suis condamné ou tout ça, alors que c'est juste des traces de chirurgie, voilà, donc encore des médecins qui prennent aucune pincette, qui n'ont aucune retenue, qui vous balancent ça comme ça. Et moi, je lui ai dit, j'étais en face d'elle, et je me rappelle pas de son nom, parce que j'y suis plus retourné. Et je lui ai dit, vous parlez avec quelqu'un qui est sur la 7e fois qu'on lui annonce qu'il a un cancer. Allez-y, arrêtez de croire que je suis invincible ou que je peux tout encaisser. Vous voyez ce que je veux dire? Ou les gens, ils pensent aussi, il y en a qui pensent que parce que vous avez plusieurs fois le cancer, alors on peut vous annoncer un cancer. Alors certes, on sait comment ça se passe, on connaît tout, il n'y a pas de surprise. Mais le truc, c'est faut pas croire qu'on reste quand même des êtres humains, et on a quand même notre part de sensibilité et de fragilité. Et on n'est pas... voilà, donc après... Et donc voilà, et là voilà. Donc après, je suis là pour témoigner, voilà. Parce que moi, si demain, il n'y a pas ce service-là, faut savoir que moi, je viens quand je veux, je viens parfois à minuit, je viens parfois très tôt le matin, je viens parfois l'après-midi, je viens parfois juste comme ça. Et j'ai pas de... Voilà, j'ai toujours quelqu'un qui me reçoit. C'est des médecins qui me connaissent de l'âge de 12 ans. Aujourd'hui, j'en ai bientôt 35. C'est une famille. Et c'est une famille qui s'est fait et qui s'aime malgré un contexte qui est moche. C'est-à-dire le cancer, tout ça. Il y en a beaucoup nous ont quittés. Mais voilà, on est quand même assez nombreux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans l'imaginaire des gens, c'est le cancer égale la mort. Sauf que dans ce service-là, pas forcément. Le cancer veut dire galère, chimio, parce que la chimio, c'est pas simple, ça c'est sûr. La chirurgie, c'est pas simple, les complications, tout ça, c'est pas simple. Mais non, c'est pas forcément... Moi, je garde des bons souvenirs, et il y en a certains qui nous ont quittés. Voilà, on a toujours une pensée pour eux dans nos cœurs, mais on est quand même assez nombreux, et on se retrouve de temps en temps. Et... Voilà, après c'est comme une famille, je sais pas, qui se retrouve, je sais pas, pour des fêtes ou quelque chose comme ça, hein, à un endroit précis. Et c'est vrai que s'il n'y a pas ce service-là, s'il n'y a pas de... Voilà, après, je sais pas, c'est avoir confiance en... Moi, si demain, le docteur de l'Épine me dit « Bon, Kamel, t'as telle maladie, on peut rien faire », je la croirais. Si c'est quelqu'un d'autre, bah, je vais appeler le docteur de l'Épine. Et après, je serais bien embêté si elle était plus là, donc voilà, quoi. Et après... Voilà, j'ai une confiance en elle à 200%, son mari pareil,
Et pourtant, voilà, ma sœur est décédée au bloc, c'était son mari qui l'opérait, mais à aucun, je sais qu'il a fait ce qu'il a pu faire. Et après, voilà, mais et au moins, ils jouent le jeu, c'est des médecins qui jouent le jeu. Et à la rigueur, en tant que patient, c'est ce qu'on attend d'un médecin, jouer le jeu, c'est un minimum. Et après, tout ce qui est business, tout ça et tout, de médicaments, d'essais thérapeutiques, moi, les essais, c'est bien si les personnes sont, je sais pas, à la rigueur, si elles étaient volontaires, tout ça, s'il y a un papier, on n'est pas sûr que ça marche, c'est un essai, mais qu'on vous vende le truc, ouais, vous êtes malade, on va vous faire ça, vous inquiétez pas. Ça, après, donc, ils vous sortent des statistiques, il y a tant de pourcents de guérison. Moi, je sors des statistiques, puisque je suis censé être mort depuis longtemps, vous voyez ce que je veux dire? Donc, les statistiques, oui et non. Là, c'est la vie, c'est pas des maths, hein, donc... Voilà pour une petite histoire. Et quand tu tombes sur quelqu'un qui est malade, qui te connaît pas, et tu lui dis, ils t'ont dit ça, bah attends, tu passes pour, vas-y, moi mon médecin il est mieux que le tien, tout ça. Ah oui. Et après, les gens pensent que ouais, c'est une préférence de médecin. Après, j'ai un petit sourire tout le temps avant de rentrer dans le sujet, parce que les gens, ils sont à 10 000 lieues de penser que tout le business qu'il y a derrière. Et j'ai encore un ami, parce que moi, je suis devenu le référent cancer de mon entourage. C'est-à-dire quand quelqu'un a un malade et tout, bah attends, je vais demander à quelqu'un que je connais, il va t'appeler, il va te dire ce qu'il a eu, ça va te rassurer. Et j'ai un ami qui s'appelle Nordine, on est devenus amis, et lui, ils l'ont condamné à Saint-Quentin dans l'Aisne. Ils l'ont condamné, mais sans retenue, sans rien. Ok, monsieur, c'est généralisé, vous êtes condamné. Ok. Madame de Lépine, j'ai Nordine, un ami, tout ça, que je lui raconte. Comme ça, dis-lui de nous envoyer son dossier. Bah, le médecin ne veut pas, ok. Tu dis c'est Madame de Lépine, hein. Sauf que le problème, c'est qu'il avait entendu un peu parler de Madame de Lépine. Donc le dossier, il l'a eu rapidement. Son médecin de Saint-Quentin l'a repris très rapidement. Il lui a dit, on s'est trompé, on t'a mal diagnostiqué, et véridique, et il pourrait témoigner, Nordine. Il est encore en vie aujourd'hui, c'est une histoire qui date d'il y a 2 ans. En fait, c'est une infection que tu as fait. Sauf que lui, ce qu'on appelle le capital confiance, ce qu'il avait avec son médecin au tout début, il l'a perdu à 100%. Et donc, comme moi je suis encore suivi ici, alors que c'est pédiatrique, même si je suis adulte, parce qu'ils m'ont eu depuis que je suis petit, comme lui il est déjà adulte, il a la trentaine, il l'a envoyé à Gustave, non pas à Gustave Roussy, à côté à Paul Brousse. À Paul Brousse, et bah voilà, et ça se passe bien. Du coup, il devait lui enlever l'estomac, parce que c'était un cancer de l'estomac, ils lui ont pas enlevé. Et voilà. Mais après, c'est moche. Et après, ou sinon, on passe peut-être pour des paranos. Ouais, attention, est-ce qu'ils t'ont bien diagnostiqué? Non, non, mais attention, c'est un bon médecin, le mien, tout ça. Ouais, mais tu sais, s'il t'a dit que, je sais pas, comme ma sœur, quand pas ma sœur qui est décédée, l'autre, elle a eu un cancer du sein. À Saint-Quentin, ils lui ont dit, il faut qu'on te fasse l'ablation du sein. Moi, je lui dis, écoute, Nadia, autant maman, ils lui ont fait ça en 88. Autant toi, c'était quoi? C'était en 2010, je crois, on est en 2010, ça a changé un peu la médecine. Allô, Madame de Lépine? Oui, il y a ma sœur Nadia, vous vous souvenez? Elle me dit, oui, je me souviens, ils lui ont dit ça, ça, ça. Ok, envoie-moi son dossier. Ok, écoute, il lui a dit l'ablation, il a bien fait, vaut mieux dans son cas, lui. Et voilà, la vie qui a conforté ma sœur. Ma sœur, en plus, avec 4 gosses en bas âge, c'est-à-dire faire des allers-retours Saint-Quentin, Laine, Paris avec les enfants, c'était difficilement gérable. Et là, on est en rémission, voire elle est bientôt guérie. Et ça se passe bien, mais c'est dommage parce qu'il y a trop de personnes. Et j'en vois, hein, parce que des fois, je rends visite par rapport à la famille de ma femme, tout ça, à l'IGR, à Gustave Roussy, là, à Villejuif, où il n'y a aucune retenue, il n'y a rien. Et j'y étais, hein, j'y ai assisté. Vous venez visiter un malade, vous êtes dans le couloir un peu avec lui, et il y a une famille qui s'effondre parce qu'ils viennent d'apprendre tout de suite qu'il n'y a rien, il n'y a même pas de... Ça veut dire, pensez, vous, si vous êtes soigné pour un cancer, si voilà, vous avez bien les chocottes, et vous voyez à côté, et ça, c'est des choses que j'ai jamais vues, ni à Robert Debré, ni ici à Garches, à Raymond Poincaré, ni à Avicenne. Et pourtant, des décès, il y en a eu, hein, mais ça a toujours été bien fait. Et c'est un souvenir que je garde. C'est une unité pédiatrique, il y a des jeunes adultes, et tout. Ça a toujours été bien fait. J'ai jamais vu... on se doutait des fois qu'il se passait des choses, mais j'ai jamais... Tout a été fait pour... et voilà, donc après... voilà, c'est une petite parenthèse.